dans cette vidéo, en fait, pendant la matinée, je me suis rendu compte que filmer à la verticale, c'était peut-être pas le top. Et du coup, je suis passé aux vidéos à l'horizontale. Donc peut-être que effectivement le début de la vidéo sera à l'horizontale, les quelques premières minutes, puis après ça passera à l'horizontale. Salut. Wow, le réveil est chouette, il y a plein d'oiseaux qui chantent. Écoutez. On est du coup juste à côté des méandres de l'Oise et on est sur une voie verte, un espace, enfin voilà, un endroit vert. Et autour de moi c'est comme ça. Alors là j'adore les lianes sur l'arbre. Mais voilà, en fait il y a tout un écrin de verdure en fait qui entoure cet axe vert. Ce qui explique aussi qu'il y a une certaine biodiversité qui s'y développe. Là j'ai vu, du coup hier soir il y avait des petites chauves-souris. Je vais vous mettre la petite vidéo parce que j'en ai pris. Donc les petites chauves-souris. J'ai croisé des busards aussi, des grands busards. Enfin, c'est assez impressionnant comme oiseau, c'est assez mastoc. Puis voilà, on sent qu'il y a de la vie en fait. J'ai entendu les grenouilles chanter toute la nuit, à ma plus grande joie. Et ouais, non, c'est chouette comme endroit. Et là, on voit qu'il y a des parterres d'ail des ours. Voilà, tout ce qui est blanc là-bas, c'est de l'ail des ours. Ah, voilà, on sent que c'est quand même un sous-bois un peu marécageux, un peu humide. Je viens de me remettre en route, il est 9h17. J'ai démarré tard parce que la nuit a été courte. Longue du coup, mais j'ai fait du montage jusqu'à 1h30 pour l'épisode que vous avez vu la dernière fois. Et après ça me plaît, hein, je trouve ça cool, hein, j'aime bien faire du montage, hein, je me plains pas, je trouve ça rigolo, c'est une nouvelle découverte. Mais voilà, du coup 1h30, donc un petit peu après même. Et voilà, donc là je reprends la route. Le sentier est sympa. Regardez, il y a un cœur de forêt. Je marche tranquillement et là qu'est-ce que je vois? Hop. Je pense que ça doit être un abri d'observation pour les oiseaux. Enfin, pour observer les oiseaux. Ouais. Quand je vois ce genre d'endroit, je me dis, bon alors là c'est pas forcément le plus fou, mais je me dis, il va falloir que j'aille plonger un peu cet après-midi parce que j'ai chaud en plus.
bien de la vie des ours ici. Un endroit pour... un peu comme ce matin en fait, c'est une forêt très humide. Oh, ça sent d'ailleurs. Oh, oui, effectivement. Moi que vous n'ayez pas l'odeur, ça sent très bon. J'ai un petit peu de mal à filmer ce matin. Parce que mine de rien, le fait de m'être couché à 1h30, je suis fatigué. D'autant plus que pendant la nuit, un moment j'ai entendu comme des pas autour de moi. Et ça me semblait un peu étrange. Pour moi, c'était pas une bête. Je me suis dit, si c'est parce que si c'est quelqu'un qui vient m'emmerder, super sympa quoi. Donc je me suis raclé la gorge, puis je n'entendais plus rien. Puis, du coup, j'ai essayé de sortir de ma tente. Je me suis redressé un peu vite. Et du coup, oui, je disais, en me redressant, en fait, je me suis défoncé le bras. Je me suis fait une crampe à la jambe, et tout calait. Hein. J'étais capoute par terre, plus moyen de bouger quoi. Donc voilà, je suis un peu crevé aujourd'hui et je n'ai pas forcément beaucoup filmé. Je vais pas tarder à arriver à Marly-Gaumont. Je vois un peu des bâtiments là-bas. Et on m'a dit à Guise, on m'a dit qu'il y avait à Marly-Gaumont, il y avait un estaminet très sympa dans l'ancienne gare, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai très envie d'aller voir ça et de découvrir ça. Donc vu l'heure, 12h30, ça me paraît adapté. Je trouve ça très joli les arbres comme ça. Ça fait un peu arbre féerique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire? Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez les clés de l'église? Et est-ce que, si oui, est-ce que ce serait Les clés de l'église? De l'église, ouais. Bah, elle n'est pas ouverte. Hein. Ah, elle n'est pas ouverte? Si, Si elle est ouverte? Ah, d'accord, c'est juste moi qui ai dû pas forcer assez fort.
Alors, comme vous venez de le voir, j'ai trouvé une petite église et je ne suis pas resté que le temps de la vidéo, hein, je suis resté un peu plus. J'en ai profité pour l'église qu'on voit juste là d'ailleurs. J'en ai profité pour me poser un petit peu. Ça fait du bien. Déjà parce qu'il fait très frais dans l'église, là où dehors il fait relativement lourd et chaud. Et puis surtout c'est le calme, vraiment le calme. C'est super agréable. Finalement, dans la nature on est au calme aussi, mais c'est un calme différent, c'est un calme vivant. C'est un calme, il y a du mouvement parce qu'il y a toujours des oiseaux, il y a toujours des petites bêtes, il y a toujours voilà, un bruit au loin, etc. Donc c'est calme, mais c'est différent. Là, c'est vraiment un calme plat. Il n'y a aucun bruit. Allez, des petits bruits de l'extérieur, c'est tout. C'est vraiment très agréable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les églises. Je suis pas du tout, je suis pas du tout religieux, hein, mais j'aime beaucoup les églises. Euh, bon, j'ai des croyances, hein, mais c'est pas des religions. Ça ne dépend pas d'une religion. Et j'ai une foi, on va dire. Et ben en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me poser dans cet endroit calme parce que j'ai eu des appels en début d'après-midi pour le travail. Bon, je suis censé être en vacances, mais bah, évidemment, hein, quand on est artiste indépendant, slash auto-entrepreneur, slash, enfin bref, ce genre de truc, bah, le travail, il réussit toujours à arriver jusqu'à nous. Là, de toute la semaine, ça a été, mais il y a toujours un moment où ça finit par arriver. Et donc, il y a un peu de travail qui m'est arrivé dessus et je sais pas, ça m'a pas fait du bien. Et en fait, là je suis en train de préparer un gros projet pour cet été. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est pour tester, pour le faire sur ce gros projet là. Donc c'est 3 mois et demi d'itinérance. Bon, vous verrez dans des prochaines vidéos, hein, je l'expliquerai un peu plus. Mais donc il y a ce projet là qui me bouffe une énergie folle, une énergie mais monumentale depuis bientôt depuis le mois d'octobre, hein. On est au mois d'avril, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, depuis 6 mois. Je pars dans 2 mois. Donc voilà, c'est quand même assez usant et c'est vrai que là, le fait de me poser, ça m'a permis aussi de me dire, mais est-ce que vraiment c'est le bon plan en fait de faire ça? Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que je vais abandonner, hein, mais je me rends compte que la manière de le faire et tout n'est pas forcément bonne. Et enfin voilà, c'est tout, c'est juste des réflexions. Enfin, voilà, finalement, je me rends compte que voilà, c'est agréable aussi de. Enfin, c'est agréable. C'est bien aussi de pouvoir pas être dans la galère. En fait, j'ai l'impression d'être dans mon quotidien toujours dans un combat. Depuis tout l'hiver là, je suis dans un combat constant. Tous les jours, je lutte. Tous les jours, je galère. Tous les jours, j'en chie pour X ou Y raison pour finalement mener ce projet et d'autres aussi, mais je veux dire sur d'autres c'est moins hard. Et je me dis mais pourquoi je m'impose ça quoi? Au bout d'un moment, si vraiment c'est la galère à ce point, ce qui est compliqué c'est qu'une fois quand on est dedans, quand on est dans cette galère, quand on est dans cette organisation et tout, on le voit pas forcément comme ça. On se dit pas forcément ah oui effectivement je suis en train d'en chier, on le sait, mais on est lancé donc on le fait, point. Et au bout d'un moment je me pose pas la question en fait quand je suis dedans. Alors si je me pose des questions, mais je vais pas me dire allez vas-y plop, je laisse tout tomber, je change de vie, etc. Parce que finalement c'est quand même, je vis quand même actuellement une vie qui me plaît, une vie que j'aime ce que je fais, j'aime quand même pas mal de choses que je vis. Et voilà, donc c'est voilà, toutes ces réflexions là que j'ai pu avoir posées au frais dans l'église. Et c'est intéressant, c'est aussi pour ça que les randonnées sont chouettes, parce que ça permet vraiment de découvrir des nouveaux lieux, des endroits dans lesquels on est des étrangers en fait, des endroits dans lesquels on se demande, limite on se demande un peu ce qu'on fait là des fois, et en fait ça permet d'avoir
de nous-mêmes prendre un autre point de vue aussi sur notre vie, sur ce qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ça qui permet de grandir et d'avancer. D'avancer, c'est le terme, surtout quand on est en randonnée. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un spot pour faire un plouf, pour faire trempette un peu. Ça va faire du bien, parce que là j'ai chaud. Petit spot parfait pour se faire un arrêt baignade, un arrêt manger le repas du soir. Et puis, bon, je pense pas que je vais m'arrêter pour faire de dodo ici parce qu'il y a un village juste à côté. Mais bon, je sais pas, on verra. Et ben, c'est bien agréable de se faire une petite baignade après une journée comme ça. J'ai eu chaud, donc là, ça rafraîchit. Voilà, les cheveux qui font absolument n'importe quoi là. Je suis là en train de manger, de regarder le soleil qui se couche et de regarder l'eau. Et je pense à ma réflexion de tout à l'heure. En fait, je me dis que j'ai pas forcément envie de rentrer. Je me dis que, alors je serais content une fois que je serai rentré, mais ouais, je me dis que j'ai pas envie que ça s'arrête en fait l'aventure comme ça. Et bon, je sais que je suis attendu et que je peux pas malheureusement dire non, je ne rentre pas, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment envie que ça s'arrête là. Bon, après une légère hésitation, finalement, j'ai décidé de me poser ici pour la nuit et je vais dormir à la Belle Étoile. Et voilà d'ailleurs mon installation. Hop. Donc j'ai mis la tarpe ici, en dessous de toutes mes affaires. Donc là, il y a voilà, le sac, les fringues, etc. Ça revient par-dessus. La couverture de survie. Et cette nuit, en fait, je vais rabattre cette partie-là par-dessus pour m'isoler au maximum du froid et des intempéries. Et puis s'il faut, je peux refermer aussi la tarpe. Ouais, si la tarpe. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça va être une petite expérience. Ouah, le réveil, il est froid ce matin. Il est froid et puis surtout il est humide. J'ai toutes mes affaires qui sont trempées. Tout ce qui n'était pas protégé par la tarpe, c'est trempé quoi. Avec la brume et tout, c'est fou. Il y a eu bien des petites bêtes autour de moi cette nuit.
Alors, je vais reprendre un peu l'histoire des conteurs, etc. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'une tradition qui est associée au conte, la tradition du samal. Donc cette tradition, c'est une tradition qui nous vient d'Arabie, enfin qui nous vient pas d'Arabie, mais c'est une tradition des peuples de l'Arabie. Et en fait, c'est un temps, c'est un moment c'est un moment qui rassemble tout le monde. C'est une tradition beaucoup dans les peuples nomades, dans les Touaregs, etc. Et en fait, c'est une tradition où donc tout le monde se retrouve, les familles se retrouvent les unes avec les autres, et il y a différents temps. Donc évidemment, le soleil là, évidemment, quand on se retrouve nombreux comme ça, il y a un temps, il y a de la nourriture. La nourriture est relativement au centre de ce moment-là. Il y a aussi un temps d'échanges sociaux. Les gens peuvent discuter entre eux, etc. Ça permet aux familles de se rencontrer, ça permet aussi aux familles de se retrouver, parce que vous imaginez bien que quand un couple se forme et que les gens sont issus de deux groupes différents, ils partent avec l'un ou avec l'autre, ou même ils partent avec encore un autre, mais du coup ils retrouvent aussi leur famille. Donc c'est un temps social assez important, et c'est un temps dans lequel la musique a une importance aussi, parce que ça permet de créer une ambiance propice à la détente, etc. Et là où je lis ça avec le conte, c'est qu'il y a toute une partie aussi orale de transmission des légendes du peuple, etc. Et donc ça permet vraiment à tous de partager ce moment autour des légendes. Et je trouve que que l'idée est chouette. Donc ça, c'était le Samal. S-A-M-A-R, pour ceux qui se demanderaient. Et donc là, on était en Arabie. Donc là, je vais partir un petit peu loin de l'Arabie. Je vais partir en Amérique du Nord. Alors l'Amérique du Nord, c'est un territoire très vaste.
Il y a énormément de peuples différents, hein. Souvent on parle des Amérindiens, mais les Amérindiens c'est comme dire les Européens. Il y a plein de peuples différents. L'image qu'on a traditionnellement des Indiens dans leur tipi avec leurs chevaux, c'est une image, pas qui est fausse, mais c'est une image qui ne représente qu'une petite partie en fait de la population amérindienne. Et alors dans ces tribus-là, il y avait, traditionnellement c'était beaucoup les anciens qui eux s'occupaient de la transmission des légendes. Ouh, ça commence à faire mal au bras, je change de... Hop. Donc c'était eux qui s'occupaient de la transmission des légendes. Et donc c'était des soirées au coin du feu où l'ancien racontait les légendes. C'était aussi, ça passait aussi beaucoup dans certains peuples, ça passait par la danse, un petit peu un côté théâtral. On célébrait telle ou telle fête en racontant une légende, en faisant des danses et de la musique aussi, hein. Honnêtement, le conte, les légendes, les histoires, ça reste une discipline finalement assez théâtrale, assez artistique et qui se mêle souvent avec bien d'autres choses. Encore aujourd'hui, énormément de conteurs, en tout cas je prends l'exemple en France parce que c'est le territoire que je connais entre guillemets le mieux. Il y a beaucoup de conteurs qui vont conter avec des instruments de musique. Et donc du coup, oui, donc les peuples amérindiens avaient cette tradition quand même de l'oralité qui était assez important parce que, alors, encore une fois, je peux peut-être dire des bêtises parce que je ne suis pas un expert des cultures amérindiennes, mais les gens avec qui j'ai pu en parler, dont certains étaient issus de certaines tribus, me disaient que traditionnellement, il n'y avait pas énormément de l'écriture en fait. Il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Ça passait beaucoup par l'oral. Et donc du coup, ces moments de contes et de légendes avec les anciens étaient importants. Et comme on peut retrouver ça dans le Samal, finalement, l'ancien qui ne peut plus forcément chasser, il a ce rôle de transmettre aux plus jeunes. Et du coup, c'est aussi un rôle... Enfin, le conte, dans ce cas-là, est aussi un créateur de liens sociaux. Alors, évidemment, ils n'avaient pas besoin de ça pour soutenir les personnes âgées, hein, mais voilà. Donc ça, c'était au nord de l'Amérique. Enfin, au nord, dans l'Amérique du Nord plutôt. Parmi, je reviens dessus, mais parmi les légendes qui sont assez... qui prennent une place importante dans la culture des Amérindiens, on retrouve beaucoup... c'est forcément, hein, on retrouve beaucoup la nature. C'est quelque chose d'assez présent. Bon, après, c'est normal, hein, forcément, quand on vit dans la nature. De la même manière que nous, on expliquait que le tonnerre, c'est parce que Toutatis était en colère et du coup il grondait, etc. Enfin, ou ce genre de choses, ou Zeus qui était en colère et qui du coup mettait des éclairs dans le ciel. On retrouve beaucoup du coup cette notion de nature. Et l'une des légendes qui est commune à pas mal de peuples, c'est la légende de l'oiseau tonnerre. Donc traditionnellement. En fait, l'oiseau tonnerre, certains... Je change encore de bras parce que avec le sac ça pèse. Donc l'oiseau tonnerre, en fait, on raconte qu'il vivrait au sommet des montagnes et qu'il ne faut pas le déranger. Si on dérange l'oiseau tonnerre, déjà il va nous attaquer, et puis surtout qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller le tonnerre. Donc les moments où il y a du tonnerre, a priori c'est que quelqu'un a escaladé la montagne, est allé au sommet de la montagne et a réveillé l'oiseau tonnerre. Voilà, c'est ce qu'on disait de l'oiseau tonnerre. Après, je l'ai entendu, je l'ai lu, je vous le retranscris. Forcément, il y en aurait certainement plein qui vous diraient que c'est pas exactement ça, ou que ça ne fonctionne pas comme ça, ou que... Voilà. C'est le propre du conte. Chaque conteur raconte à sa manière.
c'est le bouche à oreille en fait, c'est le téléphone arabe comme on dit. C'est quelqu'un qui raconte une histoire, puis quelqu'un d'autre qui la comprend, puis qui la retranscrit. Forcément, entre ce qu'il a compris et ce qu'il a retranscrit, il y a un décalage et ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi que les légendes et les contes finalement sont vivants et ne sont pas figés. C'est pas comme un écrit où tu peux le lire, à un moment dans ta vie, tu peux le lire 60 ans plus tard, ça aura exactement les mêmes mots, ça aura exactement la même manière de présenter les choses. Voilà, l'écrit c'est figé, l'oral c'est vivant. Bon, attention, l'écrit peut aussi être très vivant, hein, mais voilà. Il est 8h à peu près. Et ce chemin est très agréable. Hein, on croise, là j'arrive dans un village, donc on croise des petits animaux. Elle est assez folle cette église. Je crois que j'étais déjà passé là par le passé et elle est vraiment jolie. Cette partie de l'église que vous êtes en train de voir, qui est construite tout en briques, est un donjon qui a été adjoint à l'église d'origine, qui était le premier bâtiment à être là, au XVIe siècle. C'est ce bâtiment qui, d'extérieur, est flanqué des 2 grosses tours. C'était un bâtiment d'habitation, c'est pourquoi on peut retrouver les 2 cheminées. Et les 2 petites portes que vous voyez, c'est l'accès aux tours. Ce bâtiment que je suis maintenant en train de filmer, c'est l'église d'origine. Donc c'est celle qui a été construite au XIIe siècle. Ce bâtiment, que je trouve personnellement très joli, est situé à Huimy, dans la Thiérache. Il faut savoir que cette église permettait, comme d'autres, de tenir la ligne de front face aux Espagnols qui ont pris la ville de La Capelle en 1636. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en 1635, la France et l'Espagne étaient en guerre car l'Espagne avait un territoire au niveau de l'actuelle Belgique et cherchait à étendre son territoire. Comme je le disais, le donjon était flanqué de 2 grosses tours. Ici, vous voyez l'escalier qui monte à l'étage. Dans cette 2e tour, il y avait un puits qui permettait d'être alimenté en eau. Et évidemment, c'était un bâtiment de défense, donc il y avait des meurtrières. On dit qu'il y avait un souterrain qui permettait, à partir de cette église, de rejoindre la place de la mairie. Aujourd'hui, ce souterrain a été comblé. Et voilà, j'arrive à Oïs, ou Oïs, je sais pas, l'endroit où on a quitté la voie verte le premier jour. Donc, enfin la voie verte, l'axe vert, pardon. Donc on était parti par là, par le petit chemin là, qui est juste derrière moi.
Alors, d'autres conteurs dont je veux parler, et ceux-là, c'est des conteurs d'Afrique, c'est les griots. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que je ne connaissais pas du tout les griots, et je les ai découverts. Mon nom, à moi, c'est Griette. Griette, griot. Voilà, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup fait rire. Donc les griots, c'est un peu comme les Charan. C'est une caste de conteurs en Afrique. Bon, du coup, c'est pas la même région, mais c'est un peu similaire. C'est une caste de conteurs. Donc là, pour le coup, c'est fermé. Il y a un dicton qui dit on ne devient pas griot, on est griot. Donc le griot, c'est celui qui va raconter les légendes. Il faut savoir que les griots étaient très souvent, il y avait des griots itinérants bien sûr, mais les griots étaient souvent des membres de la cour, et en fait étaient par exemple offerts par des enfants à leurs parents, etc., dans la noblesse bien sûr, pour raconter en fait la légende de leur famille, ainsi montrer son prestige. Donc ce qui était, finalement le griot était aussi un peu un outil politique dans cette partie en Afrique, et ce qui rendait la vie des fois un peu difficile pour les griots, parce que lors d'un renversement de pouvoir, forcément la personne qui arrivait dans un palais, le griot voulait l'éradiquer parce que il voulait pas qu'on se souvienne de la légende de ses opposants, quoi. Mais bien sûr, il continuait à conter les légendes d'un peuple. Et c'est là que l'aspect politique et l'aspect histoire se rejoignent un peu. Parce qu'en fait, forcément, vu qu'il connaissait les légendes du peuple, il essayait, quand il était dépendant d'une cour, de lier l'histoire de la famille régnante, la famille qui était au pouvoir. Il essayait de la lier à la légende du pays. Hop, je prends le bras. Et donc, mais voilà, il continuait aussi à faire vivre les légendes et les contes d'une partie de l'Afrique. Et donc pour faire ça, il était aussi il s'accompagnait souvent d'instruments. Donc les instruments traditionnels africains. Alors dire africain, c'est toujours un peu, ça me dérange toujours un peu, parce que l'Afrique, c'est quand même un continent, hein. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est comme si on disait européen, alors qu'en Europe, il y a plein de cultures différentes. Alors, je reprends après coup. Les griots et les griottes, parce que oui, il y avait aussi des femmes, utilisaient le Jelly Ngoni, c'est un espèce de luth à 4 cordes. Il y avait aussi l'utilisation de tam-tam et de plein d'autres instruments à percussion, donc des néos, donc c'est des tiges en fer qui servent à faire de la percussion. Il y avait aussi tout ce qui était bracelets de coquillages, etc. et bien d'autres instruments. C'était un moment où il était difficile de filmer parce que j'étais sur une voie verte un samedi alors qu'il faisait beau. Forcément, je passais mon temps à croiser du monde, à avoir du bruit autour de moi, donc le fait de filmer n'était pas simple. Reprenons sur les griots. Il avait une mission aussi de généalogie, d'où le lien avec le fait de promouvoir, de mettre en avant certaines familles, etc. Il y a une grosse culture de l'oralité, parce que aussi il n'y avait pas d'écrit en fait. Donc l'oralité était ultra importante, et c'était un outil en fait de la vie de tous les jours pour tirer des enseignements et aussi pour passer des messages. D'où l'importance des griots dans la société africaine.
c'est, je crois, le dernier voyage de mes pauvres chaussures. Bon, celle-là, ça va encore, mais alors celle-là,